Bonjour à tous, ce matin je vous emmène en forêt pour parler des polypores et des champignons saprophytes qui servent en fait à décomposer les arbres. En forêt, il y a deux cycles, en fait un cycle de croissance qui va être le développement de l'arbre et il y a un cycle qui est tout aussi important qui est la régénération de la matière par la décomposition. Donc il y a des champignons qui vont être symbiotiques, qui vont dynamiser la croissance des arbres, et des champignons qui vont intervenir dans la phase de sénescence, donc quand l'arbre vieillit ou lorsqu'il est abîmé par une tempête, ou encore quand il est parasité. Et son rôle va être de régénérer cette matière, puisqu'en fait l'arbre est composé de deux matières principales, qui est la lignine et la cellulose. Et ces deux cycles-là forment vraiment un continuum. Il n'y a pas vraiment de délimitation à partir de laquelle on peut dire celle-ci est vivant et celle-ci est mort. C'est même à s'interroger sur vraiment ce qu'on appelle vraiment mort, puisqu'en fait tout est toujours en vie, en transition avec des hôtes différents, des parasites différents, des animaux, des insectes, voire d'autres plantes, etc. Tout est en éternelle vie. Donc ce que l'on observe ici, c'est toute la vie de la régénération de la matière. Et c'est grâce à ces organismes-là que la forêt est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec cette litière forestière moelleuse, riche d'humus et riche d'organismes. Donc la lignine, c'est ce qui constitue en fait la structure de l'arbre. C'est ce qui lui permet en fait de développer un tronc et des branches et de se dresser à plus de 20 mètres au-dessus du sol. Et en fait, la structure de la lignine, elle est un peu comparable en fait au béton. Donc un tronc d'arbre a la même solidité qu'une poutrelle en béton. Surtout que la verticalité accentue en fait cette propriété. Et la cellulose, elle va constituer vraiment la fibre de l'arbre, ce qui va lui donner en fait une flexibilité, puisque la houppe de développement des feuilles est vraiment très très large, donc au-dessus de la canopée ou dans les étages intermédiaires, et donc va balancer avec le vent. La cellulose va beaucoup être concentrée dans les jeunes rameaux et les jeunes tiges pour justement absorber ces ondulations du vent, et elle constitue aussi la souplesse du tronc pour qu'il puisse osciller avec le vent sans se rompre. Et puis à partir d'un certain âge, ces arbres se font vieux et il faut laisser place en fait à la nouvelle génération. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr dans le cycle de la forêt, rien n'est jamais inutile, rien n'est jamais perdu. Et au contraire, non seulement les champignons saprophytes vont permettre de régénérer la forêt en faisant tomber des anciens arbres, en les digérant pour remettre à disposition en fait les nutriments que l'arbre a absorbés dans le sol, pour les restituer donc dans l'humus par la décomposition de la matière. Mais en même temps, ça va permettre, donc dans toute cette période de transition, de créer des hôtels à insectes. Et en fait, il s'agit de cavités qui ont été creusées par les guêpes et par les pivers. Et s'ils sont venus se mettre là, c'est parce que justement le bois est beaucoup plus souple. Et aussi parce que de nombreuses larves viennent se développer en fait dans ces vieux troncs morts. Parce que les insectes, comme c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile, viennent pondre à l'intérieur. Donc je vais vous emmener plus près pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne quand on s'approche. Donc on voit très très bien toutes les petites galeries qui ont été creusées par les insectes. Donc par les larves, les fourmis, les guêpes, les abeilles. Donc tous les vieux troncs généralement sont vite colonisés en fait par les abeilles et les guêpes qui viennent y nicher. Donc là on voit bien toutes les petites cavités qui ont été creusées en fait par les fourmis, les guêpes, et maintenant viennent s'y loger aussi donc les araignées. Donc c'est vraiment un hôtel à insectes. Donc on voit les fourmis, les araignées. Donc il peut y avoir des termites aussi, qui à la base sont les premiers en fait à régénérer les bois morts. Donc on les voit beaucoup en fait dans les forêts tropicales. Donc j'en ai vu quand on est allé faire le stage de permaculture au Costa Rica.
C'est assez impressionnant. Donc autant vous dire que c'est un rôle vraiment essentiel dans la forêt. Et souvent aussi, donc, ces arbres, quand ils tombent sur le sol, surtout les très gros arbres, fournissent en fait des abris pour les petits mammifères, mais aussi pour des animaux plus grands comme des renards, des blaireaux, des fouines, etc. Et on est en présence justement de ces troncs qui sont décomposés et qui deviennent creux et qui fournissent ensuite donc des refuges, des abris pour des mammifères. D'où l'importance en fait vraiment de laisser les troncs morts. Donc une des démarches à développer en restauration forestière, c'est de laisser les arbres morts dans la forêt. Un arbre mort n'est en fait qu'un nouvel écosystème vivant. Ici vous voyez donc l'arbre est tombé, donc il est colonisé à la fois par les champignons, il a été aussi donc l'abri privilégié d'insectes et de larves. Et puis si ça avait été un arbre creux un petit peu plus grand, des mammifères et des oiseaux aussi auraient pu y trouver refuge. Donc là on arrive sur une matière en décomposition qui s'enrichit en fait d'eau. Et après tous les micro-organismes peuvent venir y trouver refuge. Et vous voyez que les premiers candidats à s'y installer, c'est le mycélium. Donc le mycélium, les micro-organismes peuvent venir s'y loger. Et les autres candidates sont nos amis les limaces. Qui en fait sont à la fois mycophages, c'est-à-dire qu'elles mangent les champignons, et en même temps elles adorent donc manger le bois, puisqu'il va broyer donc le BRF, les copeaux qu'on voit ici, en muticules, qui sont agglomérés ensemble en fait avec leur mucus. Et ces micronutriments vont ensuite permettre à la faune, donc des micro-organismes, de s'en nourrir. En fait, les limaces, c'est le pont entre justement les grosses matières biodisponibles pour les animaux et les plus petites matières qui vont être à digérer par les organismes du sol. Qu'est-ce qui se passe quand un arbre est parasité donc par un champignon saprophyte? Eh bien en fait il va s'attaquer donc à ces deux matières essentielles de l'arbre, c'est-à-dire la lignine et la cellulose. Des recherches assez récentes, mais il serait fortement probable que la plupart des champignons que l'on appelle parasites, donc saprophytes, sont en même temps endophytes. C'est-à-dire qu'ils sont déjà présents à l'intérieur de l'arbre, donc certainement depuis le jeune stade, voire la germination. Et un petit peu comme les plantes qui peuvent être en dormance dans le sol, ces germes-là seraient en dormance dans l'arbre, donc toute la jeune partie de la vie de l'arbre, et ne se développeraient qu'à partir d'un certain stade. Et donc ce stade, c'est le stade de la sénescence, qui peut être dû par le vieillissement naturel de l'arbre, ou par un parasite, ou le fait d'être abîmé aussi par une intempérie. Le champignon fructifie vraiment quand il a un déclencheur. Donc ce déclencheur, ça peut être la chute d'un arbre, la chute d'une branche, la plupart du temps. Parce qu'en fait, avec les secousses et les vibrations, cela active la germination des spores. Et donc le développement du mycélium et la fructification donc des champignons que l'on voit après. Donc vous voyez qu'ici, le tronc est tombé par terre. Et que c'est seulement à partir de ce moment-là que se développent tous les jeunes champignons saprophytes. Donc celui-ci, il a quelques semaines. Ça, c'est la trace laissée par un ancien champignon. On en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est un vieux. Et vous voyez que là, tous les jeunes commencent simplement en fait à fructifier. Donc le champignon intègre complètement son cycle de reproduction à la vie de l'arbre. S'il avait été vraiment parasitaire et nuisible comme on le laisse entendre, en fait il aurait déjà fructifié sur l'arbre vivant pour le pourrir de l'intérieur vivant et s'y développer. Mais en fait ce serait contre-productif et la nature est vraiment toujours logique dans ses démarches.
puisqu'aussi les champignons fructifiaient en fait rapidement. La plupart du temps, les arbres n'arriveraient même pas à un développement suffisant. En fait. Surtout que ces champignons-là ne sont pas des champignons annuels. Donc, comme les légumes, il y a des plantes qui sont annuelles, biannuelles, puis il y a des plantes qui sont vivaces et pérennes. Donc celui-ci peut rester plusieurs années sur un arbre. Donc je vous emmènerai après tout à l'heure sur un autre spécimen d'un arbre qui est vraiment en fin de digestion par un Ganoderma. L'autre avantage des chutes d'arbres, c'est qu'ils créent en fait des ouvertures dans la forêt pour faire pénétrer de la lumière. Et ils créent en fait des chemins aussi, des guides, qui vont permettre aux animaux d'accéder à des nouveaux lieux. Et là, vu qu'on est vraiment en bordure de forêt, et que ça nous crée un chemin d'accès spontané vers l'extérieur du bois et pouvoir traverser en fait des territoires différents. Et nous voici en présence d'un tronc qui a été donc biodigéré, mycodigéré par un mycélium cellulosivore, c'est-à-dire qu'il mange la matière blanche de l'arbre et il laisse derrière lui donc en fait toute la lignine de l'arbre qui rend cet aspect craquelé, quasiment fossilisé. Le mycélium qui a donc digéré cet arbre a consommé en fait toute la cellulose de l'arbre et a laissé toute la lignine derrière lui. Donc là on voit bien l'intérieur de l'arbre. Ici il reste donc cette coloration brune caractéristique de la lignine. Et donc on voit bien toutes les craquelures. À la brisure de cet arbre, on voit donc ces morceaux de bois craquelés un peu partout. En fait, l'arbre se répand en multitude de petits morceaux parce que les fibres, c'est ce qui crée la cohésion de l'arbre. Et une fois que le champignon a digéré toute la cellulose de l'arbre, l'arbre n'a plus aucune flexibilité. Ce qui fait qu'il est très compact, très dur et très lourd. Parce que là, les morceaux qui restent derrière ont un poids phénoménal. Comme les arbres sont des espèces verticales, s'il n'y a pas la flexibilité pour absorber le vent ou les brises de vent, et ben le moindre choc ou la moindre tempête morcelle l'arbre en petits morceaux. Donc c'est ce qui se passe. L'arbre n'a en effet plus aucune résistance, donc il se brise en une multitude de morceaux. Donc il donne ces fragments sur le sol. Une fois que c'est sur le sol, les champignons qui viennent coloniser ce BRF sont souvent des broyeurs en fait de lignine. Et au final, ça donne ça. De mycélium bleu qui donne ce phénomène qu'on appelle le bleuissement du bois, qui rentre en fait dans ce dernier processus de décomposition. Ça fait vraiment de la poudre. Le champignon qu'on observe ici, c'est un Phomitopsis spiniculata. Donc qui est reconnaissable en fait par sa marge jaune et qui devient rouge. Et c'est un champignon, donc ça profite de la même famille que les amadouviers. On reconnaît en fait le Phomitopsis spinicola par cette caractéristique colorée. Donc il développe une marge orangée rouge, presque violine, ici, sur les spécimens développés. Et sa surface ici est gris bleuté. Donc c'est très joli. Donc je vais vous montrer en humidifiant un peu le champignon, ce que ça donne, pour voir ses couleurs. Vous voyez que c'est absolument splendide, c'est rouge écarlate, avec cette marge orangée, couleur feu. Donc c'est très facile de le reconnaître. C'est la même famille en fait que le reishi, le champignon japonais, qui est aussi donc un saprophyte. Et celui-ci, c'est un de ses cousins européens.
Donc il a des propriétés médicinales. Vous en trouverez le détail en fait à la fin de l'article. Donc on est là sur la plaie dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez que le rouge va se révéler. Cette couleur laquée. Et on est sur une couleur vraiment rouge, noire, brune. Aussi éclatante que de la laque. Donc là, on est face à une matière brute. Donc une fois que celle-ci est un petit peu polie et illustrée, on se retrouve avec une laque en bois naturelle, sans vernis. Et après, bien sûr, si vous y rajoutez un vernis ou une cire, une lasure naturelle, ça sera encore plus brillant. Mais c'est un matériau absolument superbe à travailler. Donc je viens de le découvrir et je pense que c'est quelque chose que je vais expérimenter. Donc l'arbre ici, il n'a plus du tout de lignine. Il ne reste plus que la cellulose. Vous voyez ? L'arbre est complètement blanc, super léger. Et ça fait de la poudre. C'est-à-dire que l'arbre est devenu complètement blanc. Il ne reste plus que les fibres de la cellulose. Et le saprophyte, le champignon saprophyte, a digéré la lignine donc de l'arbre. C'est ce qui fait que l'arbre va devenir complètement spongieux et poreux et qui va se décomposer et tomber au moindre coup de vent. Donc on pourrait tout à fait envisager d'utiliser en fait les champignons linicoles pour l'industrie du papier, plutôt que d'utiliser en fait des produits chimiques extrêmement nocifs, notamment pour l'eau. On pourrait utiliser en fait des champignons pour pouvoir préparer de la matière pour la pâte à papier. Donc là on est encore sur quelque chose d'assez consistant, mais ça finit généralement en poudre complètement fibreuse, comme de la pâte à mâcher. Du coup, je voulais en profiter pour vous présenter un autre champignon polypore, saprophyte, qui est le très célèbre amadouvier. Donc ce spécimen-là, je l'ai récolté donc sur un tronc mort il y a maintenant 2 ans, donc il a suffisamment séché. Et une de ses facultés, c'est d'être inflammable. Il est utilisé depuis le néolithique par les hommes. Donc en le séchant et en le broyant, on obtient une poudre ou des fibres qui sont incandescentes et inflammables. Et c'est de là qu'est née en fait toute l'industrie de l'amadou dans les briquets. Et c'était une des sources principales pour créer en fait des lampes et des briquets jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je vous emmène maintenant dans une autre zone qui est une zone marécageuse, où je vais vous montrer en fait la décomposition d'un arbre par un ganoderme. Donc je passe les broussailles et puis on se retrouve juste après. Donc l'arbre que je voudrais vous montrer, c'est celui-ci là-bas. Donc comme tout est tombé cette année, on va quand même faire attention qu'il... Donc voici les restes d'un arbre après la mycodigestion par un champignon saprophyte. Vous vous rendez compte en fait que l'arbre est complètement dénudé et qu'il crée une ouverture comme une petite clairière qui va permettre à d'autres espèces voisines de bénéficier à leur tour de lumière et de se développer. Donc voici un petit peu le décor. Et une nouvelle fois, ce qu'on observe, ce sont donc l'aubépine et les pruneliers qui profitent donc de la situation pour se développer. Tout comme du cornulier sanguin, des onoglutineux, du frêne, de l'érable champêtre. On a donc des roseaux aussi ici. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée de l'échelle, là les roseaux que vous voyez, ils doivent faire 2,50 m, quelque chose comme ça. Donc là je suis vraiment dans un décor complètement atypique. On se croirait dans un autre monde.
on va aller voir ça de plus près. Donc nous voici à proximité donc du champignon qui a digéré donc l'arbre. Et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a donc des spores bruns de partout, puisque l'arbre maintenant s'est posé sur le sol puisqu'il a craqué. Et en fait, le champignon a envahi les alentours de spores. Puisque l'arbre, une fois tombé et myco-digéré, n'offre plus de nutriments aux champignons. Il doit donc se répandre aux environs pour trouver un nouvel hôte. Donc le Ganoderma est aussi un champignon saprophyte et parasite. Donc il sert à décomposer les vieux arbres. Et il digère la lignine de l'arbre, donc toute la matière brune. Et il reste derrière son passage toute la cellulose blanche. L'arbre est complètement spongieux après son passage. Donc j'ai des photos et je vous les mets directement, comme ça vous vous rendrez compte. Voilà ce que ça donne. Un Ganoderma inclinatum à l'âge adulte. Donc on est sur un champignon. Là, ce spécimen, il doit faire entre 60 et 70 cm de large. Ah, regardez, on voit les spores s'envoler avec le contre-jour. Alors on voit en pleine fructification, ce qui donne vraiment un petit côté un peu mystérieux. Donc on voit ici le Ganoderma a joué son rôle. Il y a environ 6 spécimens autour de l'arbre et qui sont en fructification cette année, puisqu'en fait l'arbre aujourd'hui est complètement myco-digéré. Il n'a plus du tout de nutriments à offrir au mycélium. Et donc le mycélium, pour perdurer et pour sa reproduction, doit émettre des spores et se répandre donc sur un nouvel hôte. Ce qui est caractéristique, vous voyez, c'est que sur le tronc, on peut voir toutes les lignes longilignes jusqu'au sommet. Et on voit à la base tous les insectes venir s'installer dans le tronc. Maintenant qu'il ne reste plus que la cellulose, c'est très friable et donc beaucoup d'insectes viennent s'y installer. Là on voit beaucoup de petits acariens. Une multitude de micro-organismes viennent donc s'implanter dans cet arbre maintenant qu'il est rendu friable par le mycélium. Et c'est tout un autre univers qui recommence. On entre dans un autre univers qui est celui donc de la vie du sol, de la rhizosphère à la mycosphère. La vie donc des champignons, du mycélium, des gastéropodes, des limaces, de tous les micro-organismes, des acariens, des collemboles, des vers de terre. Et toute cette vie recommence ici. Donc il existe une multitude de champignons dans les BRF qui servent en fait aussi à décomposer donc la matière carbonée. Ici on a des nids d'oiseaux.
Donc ces familles de champignons sont encore une autre famille. Donc c'est souvent des Pésisomycètes. Et donc ils sont exclusivement associés à la décomposition de bois mort. Donc quand on regarde en fait en descendant dans un univers beaucoup plus petit, on trouve vraiment des choses absolument magnifiques, des organismes absolument magnifiques, aux formes, aux couleurs et aux aspects complètement atypiques. Et c'est vrai qu'ils sont quasiment invisibles à l'œil nu, ou de manière extrêmement petite. Vous voyez qu'on est de l'ordre du millimètre. Et il y a encore une multitude d'univers en fait dans ces autres champignons. Donc tous ces petits organismes en fait vont fournir à leur tour une nourriture privilégiée pour les vers de terre et pour d'autres micro-organismes du sol, mais aussi pour les scarabées. Ils vont pouvoir en fait enrichir le sol en digérant toutes ces matières et les bionutriments qu'ils contiennent. Et les premières plantes finalement à digérer ces nutriments-là, ça va être les mousses. Donc les mousses sont l'adaptation végétale en fait des algues marines qui ont colonisé l'espace terrestre. Et elles ne sont pas saprophytes, c'est-à-dire elles n'ont pas vraiment de système racinaire. Et le BRF en fait dans les jardins, comme dans la forêt, sont vraiment des lieux privilégiés pour régénérer la matière et pour faire un nid pour vos micro-organismes. Voilà. Ce qui va permettre donc à toute la vie du sol de se nourrir. Il s'intéresse exclusivement donc au bois mort, aux branches en décomposition. C'est-à-dire que si je voulais ici cultiver donc des salades ou d'autres légumes, ce serait tout à fait possible. J'aurais juste en fait à ouvrir ici, à planter donc ma graine ou mon plant ici et à recouvrir. Donc il faut bien distinguer en fait parmi les champignons qui sont saprophytes, qui s'intéressent en fait au bois, notamment pour la consommation de la cellulose ou de la lignine, et les champignons qui sont symbiotiques, qui vont entrer en fait en symbiose avec les racines d'une plante ou d'un jeune arbre vivant. Donc les deux n'ont pas du tout le même régime alimentaire. Ces champignons-là que vous voyez sont exclusivement sur en fait des branches mortes et ne vont jamais rentrer en compétition ou en parasitisme avec des plantes cultivées. Au contraire, ça va en fait permettre de créer la fameuse terre dont on a besoin pour cultiver et l'humus. Donc cette zone-là, ce serait une zone privilégiée pour cultiver un potager par exemple, tout en étant en bordure forestière. Ou pour planter de jeunes arbres fruitiers par exemple.